Alors Cédric, vous êtes à l'origine de ce collectif dont on vient de parler, qui s'appelle donc Data plus Local. Alors ce collectif, il n'a pas d'existence légale, mais il existe tout de même. Et il regroupe des data journalistes éparpillés sur le territoire français. Alors pourquoi vous êtes regroupés au sein de ce collectif? Quelle était l'idée originelle? Bonjour à tous. Alors l'idée originelle, c'était de se dire que l'on est déjà meilleur à plusieurs, et on a vu depuis quelques années des nouvelles compétences arriver dans les rédactions, et notamment dans les rédactions des titres de presse quotidienne régionale, et notamment ce qu'on appelle du data journalist en anglais ou du journaliste de données, qui sont des journalistes qui vont travailler à partir de fichiers Excel ou de grosses bases de données pour essayer de voir s'il y a des histoires qui sont cachées dedans. Et en fait, donc, depuis quelques années, des journalistes sont spécialisés là-dessus dans les rédacs et avaient des problématiques communes et commençaient à discuter déjà plus ou moins les uns avec les autres en disant « Tiens, j'utilise tel outil ou j'utilise telle méthode pour comprendre un petit peu comment extraire de la donnée, par exemple, comment la travailler. » Et on s'est dit qu'on pouvait créer un collectif pour trois principaux sujets qui sont échanger des bonnes pratiques, donc des outils, des comment on fait, essayer de travailler sur des sujets en commun, qu'on a essayé de faire un petit peu l'année dernière, on va vous en parler, et un troisième angle qui est plutôt sur un aspect d'influence, puisque quand vous êtes un journaliste dans une rédaction d'un type local, le ministère va potentiellement moins vous écouter que si vous êtes un collectif qui va représenter Sud-Ouest, La Voix du Nord, Ouest-France, Le Parisien, le groupe Centre-Force La Montagne, Nice Matin, etc. Vous, Stanislas, vous êtes au Parisien. Oui. Et pourquoi vous avez voulu rejoindre ce collectif? Parce que c'est vrai qu'a priori, on se dit le Parisien, ils ont déjà un maillage assez conséquent eux aussi. La puissance de l'Île-de-France, on est encore dans un pays très centralisé. Pourquoi vous vous êtes associé finalement à des titres qui pouvaient sur le papier paraître concurrents? Pour deux raisons principales. Déjà, pour une question de forme, entre guillemets, on s'est associé entre data journalistes. C'est qu'en fait, on fait exactement le même métier, ça veut dire qu'on fait face aux mêmes problèmes, qu'on peut entre nous s'apporter des solutions. Donc finalement, il y a un côté où on est content de se rencontrer et de travailler ensemble. Ce qui n'est pas du tout l'usage. Ce qu'il faut dire, en général, il n'y a pas beaucoup de travail entre rédactions. Et de l'autre côté, c'est concernant le data journalisme lui-même, c'est très logique. C'est-à-dire que si vous avez beaucoup de données, par exemple, je prends un exemple sur le diesel, le nombre de véhicules diesel par commune, on en parle beaucoup en ce moment, vous pouvez parler de vos communes, nous en Île-de-France en particulier, et on va faire un traitement très local, etc., pour expliquer qui est le plus concerné par telle ou telle mesure. Mais après, tout le reste de ce qu'il y a, on peut tout à fait le communiquer à d'autres personnes. Et pour nous, c'est un clic, et pour tous les autres, ça peut être un sujet en plus. Et vice-versa, c'est-à-dire qu'eux peuvent aussi nous nourrir d'informations, mais on a parlé aussi de conseils et de choses comme ça. Les sujets sur lesquels vous avez travaillé en priorité, c'est d'abord l'histoire des amendes pour le stationnement qui est décidé par les communes depuis le 1er janvier 2018. La question qui a été effectivement la première enquête que vous avez sortie, c'était commune par commune, combien on paye quand on se stationne avec sa voiture dans telle ville ou telle autre ville. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment cette idée a émergé et comment ça s'est déroulé? En fait, donc, le principe, c'est que les amendes qui jusqu'à maintenant étaient fixées par l'État, donc c'était 17 € quand vous ne peignez pas le stationnement, et s'est transformé en cette magique formule de forfait post-stationnement, qui est une amende, où le coût, enfin le prix plus exactement, que vous devez payer est fixé par les conseils municipaux qui font donc du stationnement payant dans leur rue. Et en fait, on a commencé donc assez tôt dans les différents titres de presse quotidienne à se rendre compte dans les conseils municipaux qu'il y avait ces discussions-là. Et donc on a chacun, dans notre coin, commencé à recenser finalement les prix. Et on s'est rendu compte qu'il y avait des disparités assez fortes avec des communes qui baissaient quasiment jusqu'à zéro. Et d'autres, comme Lyon par exemple, où ça monte jusqu'à 56 € de mémoire ou 64. J'avoue que le chiffre est peut-être à revérifier. Et donc c'est en voyant ces disparités-là qu'on s'est dit, quand on s'est rencontrés pour la première fois, parce qu'on crée des événements, en fait on s'est vu 3 fois l'année dernière de ce collectif-là. Et quand on s'est vu la première fois, on s'est dit donc comment ça marche chez vous, comment vous voyez un petit peu l'évolution des prix des forfaits post-stationnement, et on s'est dit tiens c'est bizarre, il y a vraiment des disparités très fortes avec des communes qui pourtant se ressemblent un petit peu, c'est-à-dire que Clermont, on peut se dire que ça ressemble à Saint-Étienne, qui va ressembler à Brest,
Peut-être que les comparaisons sont discutables, là, celles que je vous donne. Mais dans l'idée, on s'est rendu compte que sur l'ensemble du territoire français, on avait des communes qui avaient des similitudes et qui pourtant faisaient des décisions, enfin qui prenaient des décisions super différentes. Et on s'est dit, bossons ensemble, partageons nos données en amont du truc et voyons et essayons de voir si on arrive potentiellement à sortir des histoires de ça et de voir comment les communes se décident sur ce type de truc-là. Et en fait, ça s'est fait finalement assez naturellement. On a complètement bricolé le truc. C'est aussi une des choses qu'avait dit Stan, c'est que on collabore pas forcément de façon organisée, c'est-à-dire qu'on va avoir parfois un journaliste du Télégramme qui va discuter avec un journaliste de l'Est républicain parce que il bosse sur une société dont le siège social est à Strasbourg et donc ils peuvent discuter ensemble. Mais le fait de s'organiser vraiment en collectif n'existe pas vraiment. En tout cas, au niveau de ceux qui font. Et ça, c'est aussi une chose super importante, c'est que c'est pas un collectif de Red Chef ou de décideurs, c'est vraiment ceux qui font. Ceux qui ont les mains dans le cambouis et qui produisent les contenus. Ça, c'est très important. Ouais. C'est pas une stratégie, en effet, plaquée et qui parfois peut avoir du mal à prendre... à fleurir, on va dire, en termes de contenu. C'est vraiment des contenus qui vont être produits et que vous pouvez voir. Mais par exemple, sur ce contenu-là, sur en effet les amendes répertoriées commune par commune, ou bien l'autre sujet que vous avez fait sur le passage des routes secondaires à 80 km/h, le nombre d'accidents répertoriés sur ces routes secondaires. Ça aussi, il faut avoir des gens qui puissent aller sur le terrain et récolter toutes ces données pour pouvoir sortir ces histoires. Finalement, quelle influence vous avez eu, quel impact d'être plusieurs sur ce sujet? Est-ce que vous pouvez mesurer? On va prendre l'exemple des 80 km/h. L'idée était extrêmement simple, c'était d'évaluer par département déjà combien de routes étaient concernées. Mais c'est surtout, est-ce que c'est sur ces routes-là qu'il y avait plus d'accidents? Donc il y a plusieurs choses qui sont sorties. C'est que, d'une part, tous les départements n'étaient pas concernés à la même échelle, etc. Et c'était pas toujours dans ces endroits où il y avait le plus d'accidents, mais la plupart du temps c'était le cas, ça dépendait des départements. Ce qui fait qu'en tel ou tel journal va le traiter différemment, parce qu'il est plus ou moins concerné et la réponse n'est pas tout à fait la même, etc. en fonction. Mais surtout qu'à partir d'un travail, il y a eu de mémoire quasiment une dizaine de sorties. Et en fait, on est à la base de la démarche qui, il faut le dire, est naissante, bien sûr, où on dit souvent qu'il y a des problèmes de rationalisation économique ou de choses comme ça. On se dit, à partir d'un travail, faire 12 sorties qui ne se marchent pas dessus, qui d'ailleurs traitent chacun un petit peu à leur sauce en fonction des réalités de terrain, et voilà, là on est quand même au début de quelque chose qui a du sens. Pour le lecteur avant tout et pour nous. Allez-y, Cédric. Et pour compléter, sur l'autre exemple qui est en l'occurrence le forfait post-stationnement, c'était intéressant parce qu'on était en discussion évidemment avec le ministère des Transports pour avoir des données et plus précisément avec le GART, dont j'ai oublié la définition de l'acronyme, mais c'est super. Et ils nous ont dit, en fait, on n'a pas de système, nous, de remontée des décisions des communes, et donc on lit la presse quotidienne régionale pour savoir ce qui s'y passe. Du coup, on leur a dit, attendez, on va faire le boulot pour vous. Et en fait, on leur a du coup transmis les données qu'on a récupérées. Et ils nous ont gentiment remerciés après. Alors, c'est un impact qui est institutionnel. Quantifiable, là, pour le coup. Voilà, qui est très institutionnel. Vous avez la remontée avec le ministère. Voilà. Mais auprès de vos publics respectifs. Alors, auprès des publics respectifs... Finalement, ils le savent, le prix. Donc, qu'est-ce que ça leur apporte? Ils se comparent aux autres. Et ils se disent, je vais déménager parce que finalement, dans certaines communes, c'est moins cher. C'est souvent le problème avec un prix, une valeur ou quelque chose comme ça, c'est qu'on va essayer de regarder chez les voisins si c'est plus cher, moins cher. C'est un peu la base aussi de l'info qu'on doit donner, quoi. Et puis, c'est en fait, la data dans une rédaction, c'est vraiment essayer de trouver de l'information ou des histoires dans les chiffres. Alors, soit pour faire une histoire directement à partir du tableau, soit pour pouvoir aller voir le maire, une institution, lui disant, donc, je comprends pas. Vous aviez dit que les subventions aux associations allaient monter, et quand je regarde les budgets sur les 5 dernières années, on constate que ça baisse. C'est quand même un peu bizarre. Ce qui est autrement plus riche comme question que d'aller le voir, le maire, en disant « Bon, alors, vous en êtes toutes vos subventions aux associations ?» Donc la donnée informe considérablement la personne qui la possède pour aller poser des questions pertinentes. Et c'est d'une certaine manière ce qu'on essaye de faire aussi auprès des lecteurs, qui du coup, mieux informés sur la vie de leur commune, là en l'occurrence, vont pouvoir aller voir le maire en disant... Alors après, on peut dire que c'est de la démagogie et autre, mais peuvent aller voir le maire en disant... dis donc, c'est un peu bizarre, parce que la commune d'à côté, on se ressemble.
Et eux, ils passent à 12 € alors que nous, on passe à 25 €. Donc on donne aussi des moyens d'action aux lecteurs, enfin d'information évidemment, et à l'idéal du coup d'action, s'ils arrivent à s'en saisir, pour pouvoir être acteurs de leur vie de citoyen d'une certaine manière. Bon, c'est un peu... Est-ce qu'on a moyen de montrer ce à quoi ressemblent les coulisses d'une enquête de data? Est-ce que éventuellement c'est possible? Parce que je ne sais pas si vous êtes très initié à ce qui s'appelle donc un tableur. Si jamais c'est possible, ça serait formidable. Mais en gros, il faut que vous compreniez qu'au départ, il y a un immense tableur qui est créé avec des colonnes, des lignes. A priori, c'est très moyennement sexy. Le travail de ce collectif, c'est finalement de mettre en commun ce tableur. Donc, j'imagine que vous communiquez le lien à vos différents partenaires, et chacun rentre donc pour sa ville ou pour sa commune ou son département les données qui le concernent. Et à la fin, ça fait un espèce de tableur géant avec des tonnes de données. Et après, c'est ça que disait Stanislas, on peut avoir à partir de ce tableur initial, qui est moyennement sexy et évidemment qui n'est pas ce qui va être publié en ligne, des déclinaisons, des façons de traiter via de la visualisation de données parfois par un simple article écrit, différentes façons de raconter un bout de l'histoire qui provient du tableur. Voilà en gros comment ça se passe dans les coulisses. Et ce qui est intéressant aussi dans ce collectif, c'est finalement les conversations que vous avez entre vous. Alors, en l'occurrence, ça se passe sur Slack, le système de messagerie, mais ça vous permet à la fois de vous enrichir des expériences des uns des autres. Apparemment, ça se fait aussi, parfois, il y a quelques frottements, parce que les territoires, on peut avoir deux rédactions qui couvrent à peu près les mêmes terrains. Donc ça aussi, ça peut être dans les discussions que vous voyez apparaître. Qu'est-ce qu'il y a comme type de petites conversations sur cette messagerie que le public ne peut pas voir? Franchement, voilà, sur la forme, c'est clairement comme une messagerie que tout le monde a. Enfin, c'est exactement la même chose. Par contre, qu'est-ce qu'il y a dedans? Déjà, on se partage des données, on dit hey, regardez, il y a ça qui vient d'être publié, vous pouvez le traiter, etc. Parce que, chose fondamentale, on ne considère pas qu'on est concurrent. Oui, un set de données sur quoi, par exemple? Là, dernièrement, la semaine dernière, justement, on a partagé le fichier des cartes grises. On voyait le nombre de voitures par commune, le nombre de voitures diesel, essence, électrique, etc. par commune. On voit bien qu'il y a très voiture, très route. La locale parle pas mal de transport, c'est sûr. Mais après, on a évidemment d'autres sujets. Du coup, là, on se partage de la donnée. Ensuite, on traite de la donnée. C'est que quelquefois, cette donnée, elle est très sale. Et donc, du coup, il y en a un autre qui reprend le ballon. Qu'est-ce que ça veut dire, une donnée sale? La donnée sale, c'est des moments où il y a des trous, des moments où il y a des incohérences, des moments où une institution, une entreprise, etc., a publié des choses qui sont décalées, etc. Nous, on aime bien les trucs tout carrés comme ça, parce qu'au moins, on peut faire des calculs, tout simplement. Et si on donne une définition extrêmement simple au data journalisme, c'est d'utiliser de la donnée pour répondre à une question qui se pose dans l'actualité. Donc, il y en a un qui peut nettoyer ça. Ensuite, il peut y avoir du lobbying, entre guillemets. Là, dernièrement, c'était pour le 11 novembre. Les uns et les autres voulaient avoir la base de données des morts pour la France. Donc là, on n'est plus sur la route. Voilà. Beau sujet. Voilà. Beau sujet qui nous concerne tous, etc. C'était le 11 novembre, donc c'était aussi un peu une des dernières grosses fenêtres pour parler de tout ça. Et le ministère des Armées n'avait pas encore tout à fait publié, c'est-à-dire que c'était accessible sur le site internet, mais nous, on ne pouvait pas bénéficier de la base de données pour éventuellement regarder par département, pour regarder les noms, des choses comme ça, etc. Et donc, du coup, ensemble, on s'est partagé les coordonnées du ministère des Armées pour tous envoyer un message, etc. Et pour dire, non, on aimerait bien avoir les données, et ainsi de suite. Donc, on peut aussi faire un peu plus de pression, en effet, sur les sources pour que vous ayez finalement que les lecteurs aient accès à ça. Qu'est-ce qui se passe si, à terme, votre collectif devient un peu ce qui se passe aux États-Unis avec la constitution d'associations de reporters locaux, quand, par exemple, arrivent effectivement des tempêtes, des tremblements de terre, des feux comme en Californie, plutôt que d'envoyer depuis les rédactions nationales des reporters comme envoyés spéciaux qui sont finalement moyennement connaisseurs du terrain, ces collectifs américains servent aux rédactions plutôt nationales
à avoir une sorte de référent qui connaît hyper bien le terrain et qu'ils vont pouvoir appeler pour avoir des informations directement sur place plutôt que d'envoyer des envoyés spéciaux. Est-ce que vous avez pensé à l'une de ces suites pour votre collectif? Mais bon, ça voudrait dire, en effet, travailler pour parfois des titres autres que celui qui vous emploie au départ. Alors, ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Pourquoi c'est pas grave? De travailler pour un autre titre que celui qui nous emploie. En fait, c'est pas grave. Quand même, sur votre feuille de paie, il y a écrit non, mais on est d'accord. Non, mais Centre-France. Quand je voulais dire c'est pas grave, c'est que dans cette démarche-là, on va travailler d'une certaine manière pour les autres titres. C'est-à-dire que quand Stan va nettoyer le fichier des morts pour la France, il en fait profiter l'intégralité du collectif derrière. Et après, les titres et les autres journaux qui sont intéressés vont récupérer ou pas et vont travailler dessus. Donc c'est pas l'écriture du papier au sens propre, mais c'est vraiment tout ce travail en amont qui est en fait d'ailleurs le travail journalistique le plus intéressant, parce que vous êtes tous des producteurs de contenu et en tant que journaliste, on est plutôt amené à donner un éclairage sur ce qui est proposé, ce qui est à lire et à potentiellement cette fameuse vérification de l'information et un processus journalistique rentre là-dedans. Donc, en fait, on est beaucoup plus modeste, c'est-à-dire qu'on ne sait pas du tout ce que ça va donner, ce collectif. Si ça se trouve, dans 6 mois, parce que les énergies des uns des autres, parce que voilà, le collectif aura disparu, et ce ne sera pas grave, ça aurait été une chouette aventure. Ou à l'inverse, effectivement, il va se structurer comme ça existe par exemple en Angleterre avec un collectif qui s'appelle The Bureau Local, ou effectivement aux États-Unis on a des agences locales aussi qui vont servir des titres nationaux. Mais là, on n'a pas de... Sincèrement, on a d'ambition autre que la production de contenu à partir de données. Ouais. Et puis au niveau de la collaboration locale, de ce que vous disiez finalement, c'est d'être au plus près de l'information. Le nombre de fois on voit déjà dans des articles finalement un tweet qui va être celui d'un journaliste ou tout simplement d'une personne qui est à côté. C'est d'une certaine façon cette collaboration existe déjà complètement est complètement rentrée dans les usages depuis longtemps. Merci beaucoup, merci à nos deux invités.